Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Lightfire, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo officielle du mois de l'horreur les amis. Et aujourd'hui, comme vous l'aviez vu la semaine dernière dans le trailer, nous allons parler d'un jeu d'horreur qui est sorti en début de cette année, enfin début on va dire moitié d'année à peu près, mais bon, je considère plus ça comme le début d'année parce que c'était quand même avant les vacances d'été et tout. Nous allons parler du fameux Resident Evil 8 Village. Alors je pense que même si vous n'êtes pas familier avec la série des Resident Evil ou les jeux d'horreur, vous avez déjà forcément entendu parler de la série ou même du jeu. Ça fait énormément de bruit à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie d'un jeu Resident Evil. Et c'est de ce jeu que nous allons parler aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous le dire, il va y avoir de gros spoils sur les jeux. Quand je dis les jeux, je parle de Resident Evil 7, parce que les deux jeux sont liés, et donc Resident Evil 8. Donc si vous n'avez pas joué à Resident Evil 7, 8 ou que vous comptez y jouer plus tard ou que vous regardez actuellement un let's play dessus, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de quitter la vidéo. Parce que la vidéo va spoiler énormément d'éléments, notamment la fin du jeu Resident Evil 8, puisque je vais parler du jeu en général. Donc voilà. Si vous souhaitez ne pas être spoilé, bien évidemment quittez la vidéo. Et pour ceux qui connaissent le jeu ou alors qui voudraient connaître le jeu en entier pour peut-être se l'acheter, même si ça vous gâche un peu le plaisir, mais bon, peut-être que vous voulez savoir finalement de quoi le jeu parle, et bien dans ce cas-là, vous pouvez rester, mais attention, il y aura aussi du spoil de Resident Evil 7. Donc celui-là, c'est en fonction de ce que vous voulez faire aussi, j'ai spoilé les deux jeux. Moins le 7 que le 8, mais quand même. Maintenant que l'alerte spoil est passée, parlons un petit peu du jeu. Et on va commencer par une petite mise en contexte, histoire que vous compreniez bien qu'est-ce que Resident Evil 8 dans l'univers des Resident Evil, dans la timeline, quand est-ce que ça se passe, etc., etc. Donc voilà, quand je vous disais que le jeu était sorti au début d'année, il est sorti très précisément le 7 mai 2020. Alors oui, le 7 mai c'est pas début d'année, on est quasiment à un mois des vacances scolaires quand on est en fac, mois de juin. Même on est déjà en vacances d'ailleurs le 7 mai quand j'y pense. Mais en tout cas, il est sorti pour début d'année on va dire, c'est dans les premiers mois de l'année. Il est sorti, il était très attendu, ça faisait un moment qu'il avait été teasé, que ce soit dans les conférences, E3, etc. Bref, on entendait beaucoup parler, on attendait beaucoup de ce jeu parce que les trailers donnaient énormément envie, et franchement, on n'a pas été déçus. Alors ce jeu se place dans une trilogie de jeux, enfin, une trilogie selon les fans, il n'y aura que 3 jeux, la trilogie Winters, donc Ethan Winters, qui est le personnage principal de Resident Evil 7 et de Resident Evil 8. Et on s'attend beaucoup à une trilogie, c'est-à-dire que Resident Evil 9 aura encore sa place dans la trilogie Winters, et une fois que Resident Evil 9 sera passé, on n'entendra plus jamais parler de la famille des Winters, ou alors peut-être qu'on en entendra encore parler, mais ce sera pas eux que sera portée l'histoire principale en tout cas. Au niveau des persos, on retrouve pas mal de persos qu'on avait vus dans le 7. Bon, la famille Baker, on l'oublie complètement, elle n'est plus du tout d'actualité. Par contre, on a toujours Ethan, sa femme Mia, Rose, qui est leur enfant, qui est né et qui est partie du scénario principal dans Resident Evil 8. Et on retrouve également Chris Redfield. Chris Redfield, si vous êtes familier avec la série des Resident Evil, je pense que vous le connaissez, j'ai pas besoin de vous le représenter. Ce jeu, je l'ai découvert, comme tout le monde, premièrement à l'E3, à la présentation qui avait été faite, au trailer, l'annonce du nouveau Resident Evil, voilà. Pareil, comme tout le monde, j'étais très content, c'est une série que j'aime beaucoup les jeux d'horreur en général. Donc j'étais très content que Resident Evil 8 soit annoncé, surtout que j'avais beaucoup aimé Resident Evil 7. Je pense que vous êtes beaucoup d'ailleurs à l'avoir aimé. Resident Evil 7 Biohazard avec la famille Baker, le fait qu'on soit dans une maison. Ça changeait beaucoup du gameplay de Resident Evil 8 qu'on avait l'habitude en général, que ce soit le 2 et le 3 dans Raccoon City avec Leon S. Kennedy, le 4 où on joue toujours Leon S. Kennedy d'ailleurs, bref, voilà. Les Resident Evil, franchement le 7 je pense que c'était l'un des plus intéressants dans le sens où ça changeait pas mal de d'habitude. Et d'ailleurs il y avait aussi quelques DLC avec Resident Evil 7, bon, les DLC n'étaient pas aussi cool que le jeu de base, mais les DLC étaient quand même sympas à jouer, franchement, ça ajoute toujours du contenu. Faut savoir que le jeu, je l'ai connu de 3 manières. J'ai tout d'abord regardé un let's play YouTube de MrBboy45, je pense que vous le connaissez de nom, qui en a fait un let's play complet en plusieurs épisodes d'une trentaine de minutes, tous les jours d'affilée, jusqu'à ce qu'il ait fini le let's play. Je crois que le let's play faisait une trentaine d'épisodes si je me trompe pas. Je l'ai ensuite regardé en live sur la chaîne Twitch de Farod. Vous savez qui est Farod, je vous en ai déjà parlé, je bosse pour lui en tant qu'animateur et tout. Farod sur Twitch, qui en a fait un let's play également, let's play qui a duré 3 lives il me semble, 3 lives de 4-5 heures. Et enfin, après avoir regardé 2 personnes y jouent en let's play, B-Boy et Farod, j'y ai moi-même joué personnellement de mon côté sur mon PC, je me suis pris le jeu et j'y ai joué.
Ça m'a pas empêché d'apprécier le jeu malgré que je le connaissais déjà très bien, hein, que ce soit en l'ayant découvert sur B-Boy ou en ayant regardé Farod et en l'aidant quand il était bloqué en sachant ce qu'il fallait faire. Donc voilà, le jeu est très cool, surtout les antagonistes. Et les antagonistes du jeu sont de très loin les plus charismatiques de la série. Pas non plus. Je dis pas que les méchants des autres jeux sont pas charismatiques, au contraire, hein, il y en a des très cool aussi. Mr. X dans Resident Evil 2 est très stylé par exemple, hein. Ou Resident Evil 3 pardon, et surtout il te fait très peur, voilà, on en reviendra parce qu'on va parler d'un perso qui a un peu le même mécanisme que Mr. X justement. Mais bref, que ce soit Lady Dimitrescu, Heisenberg, Donna Beneviento, Pamoro, parce que voilà, c'est des méchants qui sont très stylés, très charismatiques, surtout Heisenberg, hein. C'est assez spécial, hein. C'était la première fois qu'on avait plusieurs gros méchants différents dans différents environnements. Il faut savoir que la famille Baker, même si en soi chaque membre de la famille était un boss, hein, le père, la mère, la fille ou le fils, voilà, là c'est vraiment 4 boss qui sont placés à 4 endroits différents. Là où dans Biohazard tu restais vraiment dans la maison des Baker ou dans les alentours, le marais, le bateau aussi à la fin du jeu, etc. Ces 4 personnages sont les 4 boss que vous devrez battre pour accéder au boss final. Voilà, on va y revenir puisque comme je vous l'ai dit, on va parler du jeu. C'est la partie où, si vous n'avez toujours pas quitté la vidéo et que vous ne voulez pas vous faire spoil, c'est maintenant qu'il va falloir quitter parce que maintenant on va parler du jeu en lui-même et des événements du jeu. Alors le début du jeu, c'est un début classique, hein, tout est calme, tout est tranquille. Vous êtes chez Ethan et Mia dans leur maison, ils vivent une vie tranquille, ils sont avec Rose, voilà. Mia commence à aller préparer le dîner, vous allez coucher Rose et voilà. Vous commencez à vous asseoir à table. Et là, on sait pas pourquoi, Mia va se faire littéralement tirer dessus depuis la fenêtre. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un va rentrer chez vous, va forcer la porte pour rentrer. Il s'agit tout simplement de Chris, accompagné de soldats unités spéciales tout simplement, qui vont vous emmener vous, Mia et Rose. Parce que oui, Mia s'est pris plusieurs balles dans le corps, hein, mais spoiler, elle est encore vivante. Voilà, je vous l'avais dit, de toute façon, maintenant c'est spoil. Un camion va vous transporter, bien évidemment, le camion qui vous transporte, vous et Rose et Mia, est pris d'assaut, arrivé à un certain endroit, vous êtes au milieu d'une forêt dans la neige, le camion est pris d'assaut, forcément, du coup, les gardes qui s'occupaient de ce camion sont morts, vous vous retrouvez tout seul en plein milieu d'une forêt enneigée de nuit, Mia n'est pas avec vous, Rose n'est pas avec vous, les gardes sont morts, la seule chose que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est vous déplacer. Et bien évidemment, le jeu vous fait comprendre que vous pouvez vous déplacer qu'à un seul endroit. Vous allez traverser pendant un bon moment une forêt avant d'arriver finalement à un village. Le fameux village de Resident Evil 8. Alors il faut savoir que les parties dans le village, il y en a avant d'arriver dans le manoir Dimitrescu, qui est la première grosse zone que vous allez explorer. Et entre chaque zone que vous allez devoir explorer, hein, la maison Beneviento, le manoir, l'usine de Heisenberg, à chaque fois vous aurez des passages d'exploration dans le village. Il faut savoir qu'il y a des parties dans le village qui ne sont pas explorables au début, mais qui après 3-4 heures de jeu le deviennent parce que vous débloquez une clé, une échelle, un passage, bref, voilà. Le village, vous allez y passer beaucoup de temps. Alors, ironiquement, le jeu s'appelle Village, donc le village est censé être l'élément le plus important. Je vous le dis tout de suite, je suis pas extrêmement fan des parties dans le village. Voilà, les parties de gameplay dans le village, j'en suis pas extrêmement fan. Par contre, les parties qui sont dans les autres lieux, hein, les parties de gameplay du manoir Dimitrescu, de la maison Beneviento, du marais de Moreau ou de l'usine d'Heisenberg, sont 4 parties vraiment très très cool, qui ont chacune leur univers propre, leurs ennemis propres, leur mécanique propre, voilà. Le village après, c'est pas vraiment intéressant, mais je comprends que vous puissiez être fan des parties du village et que par exemple vous détestez un lieu comme la maison Beneviento par exemple. Elle est détestable au vu de ce qu'on trouve dedans, voilà, on va en parler. Mais en tout cas, je suis pas extrêmement fan des parties dans le village. Mais bien évidemment, on va parler de tous les autres lieux que je vous tease depuis tout à l'heure. Après avoir erré longtemps dans le village, vous allez pouvoir pénétrer dans la première grosse zone du jeu, à savoir le manoir Dimitrescu. Et avant de rentrer dans le manoir, vous allez rencontrer le fameux vendeur. Voilà, le vendeur, vous en avez l'habitude de cette mécanique dans les jeux Resident Evil. Vous allez rencontrer le vendeur. On sait pas s'il est gentil ou méchant. En tout cas, il a rien contre vous. Il vous discute comme si vous étiez l'un de ses amis. Bref, vraiment, le vendeur, c'est juste un vendeur, mais il doit avoir... Enfin, c'est pas qu'il doit, c'est qu'il a une part importante dans le lore. Mais encore une fois,
Le lore de Resident Evil 8, c'est comme le lore de Five Nights at Freddy's, le lore de Doki Doki Literature Club, d'Undertale, etc. Je vous l'ai dit, ce sera des sujets que j'aborderai dans mon émission. Voilà, donc soyez patients, vous aurez des explications sur le lore de tous ces jeux. Et d'ailleurs, le premier qu'on fera, le premier jeu dont on parlera de son lore, ce sera Five Nights at Freddy's, vous vous en doutez bien. Dans le manoir Dimitrescu, vous allez être littéralement dans le manoir de Lady Dimitrescu, que vous rencontrez au début du jeu et que vous avez sûrement dû voir passer sur internet. C'est l'un des personnages de Resident Evil 8 qui a fait le plus de bruit. La grande femme en robe blanche avec son chapeau noir et ses griffes. Voilà, vous l'avez sûrement déjà vu. De toute façon, vous avez des images actuellement à l'écran qui vous montrent qui c'est, tout simplement. Vous l'avez vu, elle est partout littéralement. Alors le château est très stylé, les pièces avec le style médiéval, très détaillé. En plus, si vous avez un PC extrêmement puissant avec Intel Core i9, les dernières générations de RTX Nvidia 3080-90, vous avez accès au ray tracing. Donc vous allez avoir les effets de reflets dans l'eau ou sur les vitres, sur les verres, sur les objets, etc. Vraiment, ça rend super bien, c'est magnifique. Je vous conseille d'ailleurs le let's play de MrBboy45 parce que il réalise tous ses let's play sur des jeux comme ça en 4K sur YouTube. Bon, moi mon PC peut, mais après, si votre PC ne peut pas supporter une vidéo YouTube en 4K ou alors qu'il est obligé de charger toutes les 10 secondes, mettez dans la qualité que votre PC supporte pour profiter au mieux. Mais si vous avez un très bon PC, bon, si vous avez qu'un portable, tant pis, mais si vous avez un très bon PC et que vous connaissez pas le jeu, je vous invite fortement à regarder le let's play de MrBboy. Le let's play est intégralement en 4K sur YouTube, tous les épisodes. C'est la meilleure manière de profiter du let's play. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup apprécié regarder en 4K. C'est vraiment une expérience de jeu. Vous avez l'impression d'avoir le jeu devant vous, sauf que vous n'y jouez pas, littéralement. Dans le manoir Dimitrescu, il y a également la reprise d'un concept qu'on connaît. Dans Resident Evil 2 et 3, ce concept avait déjà été utilisé avec Mr. X. Alors Mr. X, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement un personnage invincible. C'est-à-dire, il apparaît à un moment du jeu, il est invincible, littéralement, vous ne pouvez pas le tuer, peu importe ce que vous essayerez, lance-grenade, pistolet, même le Magnum, la fameuse arme ultra cheatée de tous les jeux Resident Evil où vous avez quasiment pas de balles dans cette arme tellement elle est pétée, et tellement elle fait de dégâts. Et bah faut savoir que Mr. X est invincible dans ces jeux, et il vous poursuit. C'est le truc le plus stressant, parce que dans Resident Evil 2 et 3, vous avez le stress que Mr. X vous chope. Sachant qu'il est invincible en plus, votre seul moyen de le semer, ça va être littéralement de courir et de réussir à le semer, parce qu'il est moins rapide que vous quand même. Mais il vous suit littéralement partout. Alors, il ne peut pas vous suivre dans certaines salles, comme par exemple les salles où se trouvent des machines à écrire. Les machines à écrire dans la série Resident Evil, vous le savez, c'est la chose qui sert à sauvegarder la partie. Par contre, dès que vous sortez de ces pièces-là, il peut vous poursuivre. Et dans le manoir Dimitrescu, c'est quelque chose qui a été réutilisé avec Lady Dimitrescu elle-même ou ses filles. Même si ces filles, vous allez pouvoir les tuer rapidement au bout de la deuxième, troisième apparition. Mais en tout cas, à partir du moment où vous aurez tué ces 3 filles, c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à vous poursuivre. C'est-à-dire, vous pouvez littéralement vous balader dans le manoir, ne pas la croiser, d'un seul coup passer une porte et elle est derrière vous. À partir du moment où elle vous a repéré, elle ne vous lâche plus. Bien évidemment, encore une fois, il y a une salle dans le manoir dans laquelle vous êtes intouchable. C'est la salle dans laquelle se trouve la machine de sauvegarde, la machine à écrire, votre coffre d'inventaire et le vendeur. C'est une pièce qui se trouve au rez-de-chaussée du manoir. C'est la pièce où vous êtes intouchable. Sinon, toutes les autres, elles peuvent vous suivre. Mais elles ne peuvent pas vous suivre non plus dans le jardin du château. Du moins, moi, j'ai essayé. Et sur le let's play que j'ai vu, elles ne pouvaient pas. Après, je me trompe peut-être. Après, je joue en mode normal. Peut-être qu'en mode difficile, elle peut, par exemple. Alors, malheureusement, j'ai quand même été un peu déçu que ce soit pas aussi violent que Mr. X. C'est-à-dire, là où Mr. X, tu le croises très souvent, et d'ailleurs, c'est très chiant. Lady Dimitrescu, tu la croises pas si souvent que ça, et elle est très facile à semer. Là où Mr. X, dès que tu passes une porte, même si t'es accroupi derrière lui, il va se retourner, il va te courser. Alors que Lady Dimitrescu, c'est assez facile de l'esquiver. Tu t'accroupis, tu te caches derrière un poteau ou une sorte de grande arche ou dans les escaliers pour pas qu'elle te voie. Logiquement, elle va pas te voir, sauf si elle passe à cet endroit-là forcément. Donc c'est un peu dommage, mais le concept était très cool encore une fois, ça rappelle beaucoup de choses des anciens Resident Evil. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le combat de boss. Alors, les combats de mini-boss, c'est-à-dire les 3 filles de Lady Dimitrescu que vous devez affronter, c'est pas forcément les meilleurs, mais en tout cas, le boss contre elle-même, c'est-à-dire vous arrivez à choper la dague, vous la plantez avec,
Et là, le combat de boss se lance où vous vous retrouvez sur une tour à combattre Lady Dimitrescu qui s'est transformée littéralement en dragon. Voilà. Elle a une transformation, elle se transforme en dragon et vous devez l'affronter. Le combat de boss est très stylé, hein. Déjà, ça mélange combat aérien et terrestre, puisque de temps en temps, elle va se poser sur la tour, elle va vous attaquer, mais de temps en temps, elle sera en train de voler autour de la tour. Donc là, à vous de bien viser, d'utiliser votre sniper correctement pour lui mettre le plus de dégâts en touchant la tête, etc. Bref, ça, je vous apprends rien, hein. C'est les combats de boss classiques de Resident Evil. En général, les combats de boss de Resident Evil sont pas ultra faciles, mais pas impossibles non plus. Bon, après, si vous jouez en mode difficile, voilà, mais logiquement, si vous jouez en mode normal, comme quelqu'un qui découvre le jeu, vous allez un peu galérer, vous allez peut-être devoir le recommencer une fois, mais en général, vous en sortez. Bon, par contre, Resident Evil, c'est très connu pour vous bouffer vos munitions à chaque combat de boss. C'est-à-dire, si vous arrivez, que vous voyez un tas de munitions et de soins posés, et que la porte que vous passez après, vous arrivez dans une grande salle vide, voilà. Et en général, vous ressortez du combat de boss, vous avez 2 minutes de pistolet, c'est tout. Hein, vraiment, il vous plombe vos balles et pendant 10 minutes, vous êtes en stress de croiser le moindre ennemi. C'est comme ça, c'est la série des Resident Evil, on est habitué. Après le manoir Dimitrescu arrive la deuxième zone du jeu qui est honnêtement ma préférée, c'est la maison Beneviento. Alors oui, si vous connaissez le jeu, c'est ma préférée, mais c'est parce que je suis taré, vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent cet endroit pour beaucoup de raisons. Bon, déjà, le lieu est magnifique, hein, en dehors de ça. La maison est littéralement à côté d'une cascade, hein, vous allez voir, si vous regardez encore une fois le let's play de BioWare en 4K, le lieu est magnifique en lui-même, hein, les décors du jeu sont super, avec le ray tracing c'est magnifique, hein, et l'ambiance surtout est incroyable. Alors l'ambiance est très pesante. Pour les prochaines secondes, je vais vous prévenir, hein, parce qu'il y en a qui ont cette phobie, voilà, le lieu c'est des poupées, des gosses, des trucs déformés, des mannequins à taille humaine, des rires d'enfants, une poupée vivante littéralement, voilà. Pour tous ceux qui ont la phobie de tout ce qui est poupée, gosse, rire d'enfant, mannequin, etc. Voilà. C'est pas le lieu qui va vous faire le plus kiffer dans le jeu. Et je vous conseille peut-être de pas regarder la vidéo, juste de m'écouter parler parce que je vais mettre des images d'illustration de ce lieu pendant le jeu, justement. Donc si vous avez un peu peur de ça, évitez de regarder. Bon, c'est le lieu le plus flippant du jeu, clairement. L'ambiance, déjà, c'est que c'est silencieux. Il y a littéralement pas de musique quand vous êtes dans ce lieu. Voilà, le lieu est silencieux, vous vous déplacez dans la maison, il y a des poupées posées absolument partout, il n'y a pas de jumpscare dans les premières parties, et va arriver le point de non-retour. Vous allez trouver un ascenseur et vous allez descendre dans les sous-sols de la maison. Et c'est là qu'il faut s'accrocher. Déjà vous allez avoir une série d'épreuves dans ces sous-sols, avec une sorte de, littéralement, mannequin à l'effigie de Mia, dans laquelle sont cachés des compartiments dans des bras, des yeux, etc., dans lesquels se trouvent des clés, des parties pour ouvrir des portes, etc. Bref, vous allez avoir beaucoup d'énigmes dans la cave, dans lesquelles vous allez devoir vous déplacer à différents endroits. Des fois, il y a la radio qui va s'allumer pour vous faire peur, il va y avoir des bruits étranges, bref, vraiment, vous allez être dans un stress constant. Et surtout, chose qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à partir du moment où vous arrivez dans les sous-sols, vous n'avez plus d'armes. C'est-à-dire vos armes vous sont littéralement retirées pour toute la durée de cette partie. Et après vous récupérez vos armes bien évidemment une fois que vous sortez de la maison Beneviento. Mais quand vous êtes dedans vous n'avez plus vos armes. Donc déjà vous pouvez plus vous défendre. Donc vous allez rigoler. C'est pour ça que c'est très oppressant et très stressant surtout. Parce que tu stresses de croiser littéralement le moindre ennemi qui pourrait te faire du mal sachant que tu n'as plus d'armes. C'est une partie extrêmement stressante pour une chose. Voilà. Je vais vous le raconter. Imaginez, vous venez de terminer ce qu'il fallait faire avec le mannequin de Mia. Là, la salle déjà va s'allumer en rouge et il va y avoir des poupées qui vont commencer à bouger. Bon, bref, vous allez bien flipper. Et à ce moment-là, plus de lumière. Dans toutes les caves, plus de lumière dans tous les sous-sols. Du coup, voilà, vous êtes à la lampe torche. Vous allez commencer à avancer. Vous allez avoir devant vous un grand couloir. Vous ne voyez pas ce qu'il y a au bout. Vous allez avancer. Vous allez commencer à entendre des pleurs de bébé, une sorte de voix de bébé un peu déformée. Vous allez vous demander ce qui se passe, vous avancez, et là d'un seul coup, il y a ça qui apparaît. Et cette chose a littéralement terrifié des millions de joueurs sur le jeu. À tel point qu'il y a eu des compilations de réactions de plusieurs youtubeurs à ce moment-là du jeu, etc. Bref, ce truc a terrifié les gens. Pourquoi ? Parce que déjà, le truc en lui-même fait peur, hein. Ça fait le même bruit qu'un gosse, qu'un bébé, en plus avec une voix déformée, ça pleure, ça rit, ça crie avec une voix déformée. Et surtout,
ça vous suit partout et c'est intuable puisque vous n'avez pas vos armes. C'est-à-dire que le seul moyen de fuir cette chose, c'est de se cacher dans des placards, sous des lits, derrière des bureaux, d'attendre qu'ils viennent, qu'ils partent, de l'esquiver, de le contourner grâce à l'aide des différentes pièces, et de réussir à atteindre l'ascenseur pour vous barrer. Mais littéralement, il est intuable. Donc, toute cette partie de gameplay là est la plus stressante, sachant qu'en plus, il vous one-shot le truc. S'il vous attrape, il vous one-shot, c'est pas il vous donne un coup et vous pouvez repartir. Non, s'il vous touche, vous êtes mort, point. Sachant qu'il n'y a pas de jumpscare, c'est juste de la vraie horreur pure. C'est l'ambiance qui est pesante, le fait que vous soyez en stress constamment de le croiser, de l'entendre et de ne pas avoir d'armes pour vous défendre. Et surtout, la gueule du truc se suffit à elle-même, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de jumpscare. C'est de loin la partie que moi j'ai le plus appréciée, parce que encore une fois je suis taré. C'était très drôle à voir en live, notamment, parce que Farod, forcément, quand t'as un truc comme ça devant toi, t'es en stress, et en live, toi, tu sais ce qui va se passer au bout du couloir. Donc toi, t'attends qu'une chose, c'est que le streamer arrive au bout du couloir. Voilà. Donc bref. Alors je faisais moins le malin quand j'y ai joué moi-même, cette partie, même si je savais ce qui allait s'arriver, t'as toujours le petit stress de croiser le bordel au détour d'un couloir. Donc voilà. Partie très réussie, honnêtement, ma partie préférée du lieu et la maison Beneviento en elle-même, c'est ma partie préférée du jeu. Et bien évidemment, c'est pas fini, c'est pas le truc mutant, c'est pas le dernier truc flippant dans cette zone. Après, vous avez le combat de boss. Alors, c'est pas un vrai combat de boss où vous allez devoir vous battre avec vos armes et tout, c'est littéralement cache-cache. Vous allez avoir NG. Alors, pas l'entreprise qui vous vend le gaz en France, non, NG, la poupée, avec un A au lieu d'un E. NG, la poupée, qui est le boss de cette zone. Enfin, la poupée, on ne sait pas si la poupée est contrôlée elle-même, qu'elle est possédée, ou si c'est Donna Beneviento qui la contrôle, puisque quand vous tuez la poupée, vous avez à côté le fantôme, ou la vraie, on ne sait pas trop, la vraie Donna Beneviento qui arrive, vous voyez qu'elle aussi, elle est décédée. En gros, ce que vous avez fait à la poupée, l'endroit où vous avez planté le couteau, enfin votre couteau dans la poupée, c'est l'endroit où Donna Beneviento est blessée aussi. Bref, encore une fois, ce personnage, vous l'avez rencontré au début du jeu, au moment du rassemblement des 4 nobles. Vous l'avez forcément vu, les 4 boss étaient là, ainsi que Mère Miranda. Bref, cette partie-là est un peu plus dans le jumpscare, parce qu'il y a des poupées qui vous arrivent sur la gueule d'un seul coup, et la poupée NG en elle-même, elle fait très peur. Il y a des poupées qui bougent autour de vous, il y a une musique stressante, bref, vraiment, faut pas avoir peur des poupées quand vous êtes dans ce lieu. Voilà. Mais les jumpscares sont pas abusifs. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent les jeux à jumpscares. Il y en a dans les Resident Evil, je vais pas vous mentir, dans tous les Resident Evil, il y a des jumpscares, mais les jumpscares sont bien dosés dans Resident Evil. Ils sont bien placés et ils sont pas trop nombreux, ils sont pas trop abusifs. C'est pas un jeu, Resident Evil, c'est pas un jeu qui va vous balancer des jumpscares juste pour vous faire peur de manière random. Il y en a certains qui sont filous, mais c'est parce que à un moment t'as écrit sur un mur regarde par la fenêtre. Bon, forcément que vous allez regarder. Forcément que vous attendez un truc, mais c'est toujours drôle, voilà. Mais c'est pas des jumpscares abusifs toutes les 10 secondes où littéralement t'en as marre, un peu comme les films d'horreur récents. Ils font pas tous ça, les Conjuring c'est des très bons films encore une fois, mais il y a beaucoup de films qui abusent et beaucoup de jeux qui abusent du principe de jumpscare. Malheureusement c'est comme ça. Après la maison Beneviento, vous allez arriver à la partie, enfin au lieu le moins intéressant selon moi. Après, cette partie, cet environnement est toujours plus sympa que le village. Je vous l'ai dit, les parties de gameplay dans le village, je les aime pas du tout. Ce lieu, j'aime un peu moins son gameplay, mais il est quand même très intéressant. Je me suis pas fait chier en le regardant. Alors que les parties dans le village, littéralement, en les regardant, en let's play ou en stream, je me faisais vraiment chier. Et en y jouant moi-même dans le jeu, vu que je connaissais le jeu, je faisais en sorte de les finir le plus rapidement possible pour les passer. Là, ça, je me suis pas non plus dépêché dans le jeu pour le finir. C'est le lac de Moreau. Il y a beaucoup de trucs très intéressants. Déjà, la plupart du temps, vous êtes littéralement sur un marécage, donc vous êtes sur des petites plateformes ou des petites cahutes, ou alors même à un moment, vous devez prendre un bateau, voilà. Et pendant toute cette partie, il y a une sorte, en fait, quand vous remarquez, il y a toujours un truc qui vous poursuit, Lady Dimitrescu dans le manoir Dimitrescu. Dans la maison Beneviento, vous avez la chose. Et dans le lac de Moreau, vous avez littéralement un monstre marin, qui n'est autre que Moreau, qui s'est transformé, encore une fois, le noble, vous l'avez vu, vous savez à quoi il ressemble, mais il se transforme en gros monstre marin. Et il va essayer de vous attaquer en vous sautant dessus pendant que vous êtes sur les plateformes, donc il faut essayer de passer assez rapidement, etc. Bref, voilà. Et va arriver le moment où vous allez tomber sur une sorte de ville qui était engloutie sous le marais, avant que vous activiez tout ce qui est
des vannes, des principes de barrage, etc. pour vider l'eau à cet endroit. Et vous découvrez donc qu'à cet endroit, il y avait un village, hein, il y a plein de maisons qui sont recouvertes d'algues et tout parce que c'était sous l'eau pendant longtemps. Et c'est dans ce petit quartier, hein, il y a 3-4 croisements, c'est dans cette petite zone, dans ce petit village que va se passer le combat de boss avec Moro. Donc le gros monstre marin. Le combat de boss n'est pas difficile, c'est même, je pense, le combat le plus facile du jeu, honnêtement. Il est très facile, il se déplace pas rapidement. Il y a énormément de munitions ou de mines qui sont dispatchées un peu partout dans le village si vous le fouillez bien. Et j'ai même eu l'impression qu'elles respawn si jamais vous tombez à court. Voilà. Le seul petit truc chiant, c'est que de temps en temps, Moro va envoyer une pluie acide. Et dans ce cas-là, vous devez vous cacher sous un toit pour ne pas prendre de dégâts. Mais voilà, vraiment, c'est l'un des boss les plus simples. Et c'est dans ce lieu que vous allez revoir Chris Redfield pour la première fois dans le jeu. Donc vous savez qu'il est sur place avec vous dans le village, avec d'ailleurs plusieurs de ses soldats, puisqu'il est accompagné de ses soldats quand vous le revoyez, donc voilà. Vous revoyez Chris, vous allez discuter un tout petit peu avec lui avant d'être reséparés, mais voilà, c'est pas là où vous allez le plus discuter avec lui. La dernière zone, la 4e zone, la zone, pas que je préfère, hein, je vous l'ai dit, la zone Benevento, mais la 2e zone que je préfère, à savoir l'usine d'Eisenberg. Vous avez des images actuellement, hein. L'ambiance elle est incroyable, le paysage à l'intérieur de l'usine où vous voyez toute l'usine avec la chaîne de production et de robots et tout, vous avez des images d'illustration encore une fois actuellement à l'écran, c'est juste fou. L'ambiance est super et les décors en eux-mêmes sont franchement super beaux, c'est magnifique. Ils ont vraiment fait un rendu de dingue sur ce jeu, franchement tous les environnements sont géniaux, c'est incroyable. La partie de gameplay dans l'usine d'Eisenberg, encore une fois, c'est une partie qui est très longue, hein. Il y a beaucoup d'énigmes à résolver pour tout simplement passer d'étage en étage, de salle en salle dans l'usine d'Eisenberg, voilà. Et les ennemis que vous allez rencontrer à l'intérieur, ce sont des robots ou des trucs génétiquement modifiés, bref. Les robots sont extrêmement résistants, c'est de loin les ennemis les plus résistants du jeu. Forcément, ils ont des parties de métal sur eux, ils sont forcément beaucoup plus résistants. Ils vont vous prendre énormément de balles, c'est normal, hein. Même moi ça me saoulait un petit peu, ils sont énormément résistants, ils ont beaucoup de vie. Ça va vous prendre beaucoup de munitions, vous allez être pas mal en stress dans cette zone parce que vous n'avez pas beaucoup de munitions alors que vous en dépensez beaucoup. Rassurez-vous, si vous n'êtes pas mauvais et que vous... Parce que après si vous mettez toutes vos balles à côté, tant pis. Mais si vous savez bien viser, vous aurez toujours assez de balles pour vous sortir, mais ce sera vraiment très limite. Le but c'est de vous faire un petit peu stresser aussi. Après il y a un mid-boss dans cette zone, c'est pas tout de suite Heisenberg que vous allez affronter. D'abord vous allez affronter l'homme ventilateur. Je suis désolé, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est comme ça que tout le monde l'appelle et c'est ce à quoi il ressemble. C'est pas le boss le plus charismatique clairement du jeu, mais voilà, c'est un homme ventilateur, c'est littéralement son visage, c'est une hélice de ventilateur, et vous allez devoir l'affronter dans un combat de boss, dans une sorte de labyrinthe, jusqu'à ce qu'il commence à péter les murs et que ce soit plus un labyrinthe, voilà. Il est extrêmement résistant, il est extrêmement fort, il fait extrêmement mal, j'ai recommencé 3 fois le combat, je rigole même pas, pour le battre. Il est très chiant, il va vous user beaucoup de vos munitions. Vous n'allez pas y arriver du premier coup, hein, je vous le confirme pas, mais en tout cas, une fois que vous l'aurez battu, il vous restera plus énormément à faire dans l'usine. Et après arrive le combat final contre Heisenberg. J'ai été déçu, je vais pas vous mentir. Le combat d'Eisenberg, qu'est-ce qui se passe? Heisenberg, tout simplement, vous le savez, son pouvoir c'est d'attirer vers lui tout ce qui est métal, électricité et tout, il contrôle littéralement tout ça. Il a le pouvoir de contrôler la gravité, littéralement, tout ce qui est champ électromagnétique avec tout ce qui est attiré par le métal, etc. Et il va se transformer en énorme méca robot de la mort qui tue, on dirait un truc des Power Rangers. Il va se transformer en énorme robot dont vous allez devoir vous débarrasser. Et pour le combattre, hein, parce que ça avec des armes laissez tomber, vous allez tomber sur Chris Redfield, qui va déjà vous expliquer pas mal de choses, hein. Il va vous expliquer ce qui se passait, le fait que si il a attaqué Mia au début du jeu, c'est que en fait ce n'était pas Mia, c'était déjà Mère Miranda qui était avec vous dans la maison au début du jeu, et que Mia n'était plus elle-même, voilà. Et que en gros Rose a des pouvoirs qui sont convoités par Mère Miranda, parce que Rose a hérité des pouvoirs de Mia. Vous apprenez que du coup voilà, Mia et Rose ont des pouvoirs, voilà, ça vous le savez depuis Resident Evil 7. Rose a hérité des pouvoirs de Mia, donc Rose est très convoitée, il faut la protéger, justement. Chris, son rôle c'est de protéger Rose pour pas qu'elle soit utilisée à des fins tout simplement de ce que veut en faire Mère Miranda, c'est-à-dire l'utiliser pour avoir de très très grands pouvoirs et pouvoir littéralement contrôler le monde, hein. Voilà, il vous révèle plein de choses, hein. Si vous voulez des détails, encore une fois, jouez au jeu, je vais pas non plus tout vous révéler, et il vous donne un mini tank.
C'est pas une blague, hein, il vous donne un mini-tank pour aller combattre Heisenberg. Un mini-tank qui se contrôle... Alors, le combat, c'est digne des plus grands films américains. Hein, à un moment, Heisenberg, il crée une sorte de tornade avec un champ électromagnétique et forcément votre tank, vu qu'il est fait d'acier, il s'envole. Vous envolez avec... Là, tel un nanar d'action américain, Ethan, il rattrape le tank au vol, et il tire sur Heisenberg pour le finir, c'est la fin du combat. Voilà, hein, c'est du même niveau que Sharknado, bon bref, tant pis. Hein, cette partie, c'est toujours un peu abusé, ça fait rire. Mais voilà, pour dire, j'ai été très déçu de ce combat contre Heisenberg. Personnellement, j'aurais trouvé beaucoup plus stylé un combat de boss contre Heisenberg sous sa forme normale. C'est-à-dire lui, physiquement, avec son marteau. Le but, ça aurait été de forcément le tuer en lui tirant dessus, mais il aurait pu se protéger avec des bouts de métal qu'il mettait devant lui en guise de bouclier. Vous envoyez des bouts de métal sur vous pour vous blesser, hein, littéralement, qu'il faudrait esquiver, ou alors vous attaquez avec son marteau, littéralement, voilà. Un combat contre lui dans la cour de son usine, hein, là où se déroule le combat contre lui en forme robot. Un combat contre lui sous sa forme physique, avec son marteau, ses pouvoirs et tout, ça aurait été honnêtement très stylé. Je suis un peu déçu qu'ils aient pas fait ça. Je pense que certains seront d'accord avec moi. Après, il y en a certains qui ont pu aimer ce combat. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont pas du même avis, forcément. Tout le monde ne préfère pas les mêmes choses, mais un peu déçu, voilà. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, d'ailleurs. Une fois que vous avez passé ça, Mère Miranda va arriver et va littéralement arracher le cœur d'Ethan. Bon, il s'est déjà fait couper la main, il s'est déjà pris il s'en est déjà pris plein la gueule pendant tout le jeu, mais là, vous pensez qu'il meurt. Bon, spoiler, il meurt pas à ce moment-là. Mais vous pensez qu'il meurt. Chris Redfield aussi pense d'ailleurs que Ethan meurt à ce moment-là. Et là, vous avez une partie de gameplay ultra cool et ultra stylée où vous jouez littéralement Chris Redfield. Vous avez un nombre de munitions littéralement pété, munitions illimitées, des vagues énormes de monstres qui vous foncent dessus, littéralement, il y a de l'action dans tous les sens. Vous avez un moment où vous devez tenir des vagues de monstres à répétition pendant que vos alliés bombardent avec un avion dans le ciel avec des missiles, la zone où se trouve Miranda, bref, voilà. Vous avez un moment où vous jouez Chris Redfield, avec lunettes de vision nocturne, mitraillette, full moon, vous tirez partout, bref, cette partie est extrêmement stylée, et c'est très bourrin. Et après ça, vous avez le dernier combat de boss du jeu, le boss final. Là, Ethan se met à revivre, il a un flashback, et il apprend qu'il est mort depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'il peut régénérer sa main, littéralement il se la recolle. En fait, il est déjà mort chez les Baker, vous vous en souvenez. D'ailleurs, vous avez un flashback de ce moment-là chez les Baker. La première rencontre avec le père Baker, il fait littéralement tomber Ethan et il lui donne un coup de pied, littéralement, dans le visage, ultra fort. C'est à ce moment-là qu'Ethan meurt. Vous savez, si quelqu'un vous donne un coup de pied extrêmement fort comme ça dans le visage, normalement vous mourrez sur le coup. Ça vous détruit littéralement le cerveau, etc. Bref. Et Ethan est mort à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est la plus grosse révélation. Pendant tout Resident Evil 7 Biohazard, et par extension pendant tout Resident Evil 8, le Ethan que vous jouez n'est pas Ethan vivant. C'est Ethan est littéralement mort. Et c'est à ce moment-là que vous vous doutez que c'est sûrement vous qui avez transmis les pouvoirs qu'a Rose. C'est-à-dire vous avez le pouvoir de régénérer, de ne pas être blessé par quoi que ce soit, etc. Bref. Ethan est mort au début de Resident Evil 7. C'est juste que vous jouez toujours Ethan qui a un pouvoir de régénération qui lui permet de rester en vie, mais en soi, Ethan n'est plus vivant. Et c'est une très grosse révélation que vous apprenez d'ailleurs. Vous apprenez aussi que Rose a en elle des choses qui sont liées à Evelyn. Evelyn, qui vous le savez, était le gosse de Resident Evil 7, celle qui était toute la trame parce qu'elle possédait des pouvoirs énormes. Bref, beaucoup de révélations énormes dans le jeu. C'est à ce moment-là que vous avez les plus grosses révélations. De toute façon, à la fin du jeu, encore une fois, je vais pas tout vous développer pour que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même. Et à ce moment-là, vous allez affronter Mère Miranda, donc vous allez plus avoir munitions illimitées comme avec Chris, vous allez récupérer vos armes avec Ethan, c'est-à-dire tout ce que vous avez économisé. En général, vous économisez les balles de Magnum, mais au combat final, vous balancez tout. Le combat final contre Mère Miranda est pas très dur honnêtement. Je l'ai pas réussi du premier coup, je l'ai recommencé, je l'ai réussi au bout de la deuxième fois, mais il est pas très dur. Alors certes, il est pas facile non plus, hein, c'est le boss final. Mais voilà. Il est pas trop dur non plus, mais il est très stylé, franchement. L'ambiance qui est mise dans le combat est incroyable, franchement. Voilà, je vous en dis pas plus, même si vous avez des images, encore une fois, d'illustration à l'écran, mais en tout cas, c'est vraiment un jeu qu'il faut tester par lui-même. Et à la fin, malheureusement, c'est la partie que je trouve un peu triste, malheureusement, c'est quelque chose que j'aurais préféré qu'il n'arrive pas, parce que forcément, Ethan, ça fait 2 jeux que tu joues avec lui, il s'en prend plein la gueule, le pauvre, il sauve sa femme et sa fille à de nombreuses reprises, il s'en prend plein la gueule. À la fin,
il meurt, littéralement. Il peut pas être sauvé par Chris, il se fait emprisonner. Chris, lui, il est obligé de dire à ses soldats de bombarder la zone avec des missiles pour détruire littéralement tout ce qui reste de Mère Miranda, c'est-à-dire les quelques petites choses qui restent. Ethan, lui, est prisonnier de cet endroit, il peut pas s'en sortir, donc malheureusement, vous bombardez. Ethan reste à cet endroit au moment du bombardement, il meurt. Chris retourne dans l'avion avec Rose et Mia qui est sauvée. Bon, ils apprennent que Ethan, voilà, forcément, il est décédé. Fin assez triste parce que tu t'attaches au personnage, forcément. Donc, malheureusement, dans le dernier jeu de la trilogie Winters, c'est-à-dire Resident Evil 9, le personnage qu'on jouera ne sera pas Ethan Winters, malheureusement. Ou alors, il y a un truc que j'ai loupé et on va l'apprendre au fur et à mesure du 9 et peut-être qu'il est encore vivant, mais honnêtement, j'y crois pas. Nous allons parler de la cinématique de fin. La cinématique de fin, vous voyez Rose, beaucoup plus grande, elle a au moins 16-17 ans au moment de cette cinématique, qui va déposer des fleurs sur la tombe de son père. J'ai deux théories concernant Rose elle-même. Soit ça fait vraiment 15-16 ans qui se sont écoulés, dans ce cas-là elle a vraiment cet âge-là, mais au niveau du lore ça irait pas. Je veux dire, il se serait passé 16-17 ans sans problème, genre sans rien. Genre Mia, elle aurait vieilli, Chris serait ultra vieux, il n'y aurait plus d'intérêt, littéralement, le personnage n'aurait plus aucun intérêt, et surtout, il se serait rien passé pendant 16-17 ans, non. Moi, ce que je pense comme théorie, c'est que Rose, c'est comme Evelyn, vous savez, elle a en elle quelque chose qui fait qu'elle a grandi plus vite, à mon avis, ça a accéléré sa croissance, et à mon avis, il n'y a que 2 ou 3 ans qui ont dû se dérouler entre deux. Je préfère penser à cette théorie-là, pour le lore c'est plus logique, sinon au niveau de l'espace de temps qui est éloigné du timelapse, c'est pas logique. Donc je pense effectivement qu'il s'est passé que quelques années. Et vous entendez l'agent de sécurité qui l'accompagne parler à Chris, etc. etc. Donc vous comprenez qu'elle est surveillée par ces personnes-là, par Chris Redfield et par... voilà, bref, elle est surveillée pour que ses pouvoirs soient encadrés, etc. Et... dans cette cinématique, à la fin, vous voyez la voiture qui s'avance et qui s'arrête à un endroit parce que quelqu'un arrive en face. Vous ne voyez pas qui c'est, dans le jeu, vous voyez juste la silhouette. Et cette personne qui s'avance, si vous fouillez dans les fichiers du jeu, il y a une vidéo sur YouTube qui est disponible de quelqu'un qui a fouillé dans les fichiers du jeu qui lui a permis de zoomer sur la personne au moment de cette cinématique. Cette personne, c'est Ethan. Littéralement, il est dans le même état qu'à la fin du jeu. C'est-à-dire ses mains sont... noir parce que forcément il est infecté, elles sont décomposées, son visage pareil il est noir, il manque des... vous voyez que son visage est craquelé et tout, mais c'est Ethan. Et d'ailleurs c'est la première et la seule fois où on voit le visage d'Ethan. Voilà, vous avez une image à l'écran de toute façon. C'est la seule fois où on voit le visage d'Ethan dans le jeu, donc on sait enfin à quoi ressemble Ethan physiquement. Et voilà, c'est tout simplement Ethan. Alors, deux choses. Soit c'est une hallucination que Rose a de son père, parce qu'elle a des pouvoirs pour voir certaines choses, dans ce cas-là, c'est pas vraiment Ethan. Soit c'est vraiment Ethan, c'est pour ça que la voiture s'arrête, et il revient d'entre les morts. Honnêtement, j'y crois pas. Je pense vraiment plus que c'est une illusion. Je vois pas pourquoi Ethan serait là, pourquoi ça choquerait pas plus que ça. Vraiment, ça m'étonnerait. Donc c'est plus une illusion à mon avis qu'à Rose. Ma théorie personnelle, ce serait que... alors effectivement Rose c'est une illusion, mais Ethan pourrait avoir survécu. Mais si Ethan survit, je pense que dans le prochain jeu, c'est-à-dire dans Resident Evil 9, je pense pas qu'on jouerait Mia, je pense pas non plus qu'on jouerait Chris Redfield, même s'ils seront dans le jeu, forcément. Peut-être qu'on les jouera dans une partie de gameplay, vu qu'on joue Chris à un moment, dans le 8. Je pense que le personnage qu'on jouera, ce sera Rose, tout simplement. Vous savez, elle a dû subir un entraînement, etc. Elle sait se défendre. Je pense qu'on jouera Rose, qui soit retournera à l'endroit où son père est mort, c'est-à-dire dans le village pour découvrir des choses, soit on jouera Rose dans une toute nouvelle zone qu'on n'a jamais vue dans les Resident Evil, qui va pour X ou Y raison, vraiment pour l'instant on n'a aucune info sur le scénario du Resident Evil 9, mais il se pourrait qu'on revoie Ethan sous forme de boss. C'est-à-dire devoir affronter Ethan. Ethan qui aurait muté, qui aurait survécu à ce qui se passe à la fin du 8, mais qui aurait muté et qui serait sous forme de monstre mutant, mais on reconnaîtrait que c'est Ethan et il faudrait le battre. Voilà, sa fille devrait battre son propre père en tant que boss, peut-être boss final, pour lever, pour littéralement débarrasser une bonne fois pour toutes le monde de tout ce qui se passe avec Evelyn, de cette sorte d'infection, vraiment, voilà. Je sais pas comment vous le dire sans trop en révéler non plus, faut quand même que je vous laisse un minimum
de choses à apprendre vous-même dans le jeu, mais voilà. Vraiment, c'est ma théorie personnelle. Encore une fois, je vous l'ai dit, je suis théoricien. Le but d'un théoricien, c'est de théoriser. Il est possible que vous ayez des théories complètement différentes de la mienne. Il est possible que mes théories soient exactes comme soient totalement fausses dans le prochain jeu. Ça, on pourra que le savoir quand le jeu sortira. Petit spoil bonus, je prépare un cosplay d'Eisenberg, hein, pour ceux qui me suivent sur TikTok et qui ont déjà vu mon cosplay de Purple Guy. Donc voilà, vraiment c'est des théories, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez, j'aimerais bien aussi voir vos théories. Et voilà les amis, c'est ce qui conclut cette vidéo assez longue sur Resident Evil 8 Village, voilà. Je vous ai parlé au mieux du jeu sans pour autant non plus trop... De toute façon, si je détaille tout le jeu, la vidéo durerait 6 heures, donc au bout d'un moment c'est pas possible. Je ne compte pas faire de let's play sur le jeu sur ma chaîne. De toute façon, vous le savez, il y a déjà un let's play qui devrait arriver. Je pense pas qu'il ait commencé au moment où je vous parle parce que c'est le mois de l'horreur, donc il n'y aura rien d'autre que de l'horreur. Mais voilà. Resident Evil 8, je ne ferai pas de let's play dessus. De toute façon, j'y ai déjà de mon côté. Peut-être dans 3 ans, si je me lance sur Twitch et que j'ai envie de refaire le jeu avec vous en live, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas prévu que je me lance sur Twitch, je vous le dis. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette première vidéo du mois de l'horreur, hein, qui est un nouveau concept que j'ai mis en place cette année, même si j'avais déjà l'idée de le faire l'année dernière, mais malheureusement, j'ai pas pu, à cause de beaucoup de choses, hein, Covid, j'étais occupé, bref, la fac qui merdait, bref, j'ai pas du tout eu le temps de m'organiser pour ça. Cette année, j'ai un peu plus le temps parce que je redouble, donc j'ai des cours qui sautent, j'ai des après-midi où j'ai pas cours parce que j'ai validé ces matières-là, et du coup, je peux tourner, monter, etc. pendant ces après-midi-là, j'ai plus de temps libre. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu les amis et si ce nouveau concept du mois de l'horreur vous plaît. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour montrer votre soutien. N'hésitez pas à commenter non plus pour me dire ce que vous en pensez ou pour me parler du jeu, vos théories, etc. ou quoi que ce soit. Ou si vous voulez discuter du jeu en commentaire, hein, faire un échange en commentaire. Et bien évidemment, si vous me découvrez avec cette vidéo et que vous êtes intéressé par le mois de l'horreur ou ce que je fais en général, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, hein, les amis. Vous êtes plus de 30% à avoir activé la cloche, hein, c'est énorme, je vous en remercie beaucoup, mais c'est pas assez les amis, on essaye de monter à 50% au moins, allez je compte sur vous. Et surtout si vous activez la cloche, vous serez notifié de la sortie des vidéos du mois de l'horreur tous les samedis à 20h les amis, n'oubliez pas. C'est vraiment très important et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, allez la voir où je vous parle du mois de l'horreur et des vidéos qui vous attendent pour les prochaines semaines. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, hein, il y a plus de 50% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées, donc n'hésitez pas du coup à vous abonner, ça me soutient énormément, hein. Vous ça vous prend une seconde dans votre temps, c'est gratuit, moi ça me soutient beaucoup et ça prouve que vous appréciez mon travail. Sur ce, merci d'avoir regardé les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, passez à tous aussi un très bon mois de l'octobre dans l'ambiance de l'horreur. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte TikTok, hein, qui s'affiche ici, il y aura aussi quelques TikTok, peut-être qu'il y en a d'ailleurs certains qui sont déjà sortis, quelques petits TikTok sur le thème de l'horreur aussi, hein. Je fais aussi un petit mois de l'horreur sur mon TikTok, même s'il n'y aura pas que ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis, d'ici là portez-vous bien. C'était Lightfire, ciao et bonne nuit.